Bonjour à tous et bienvenue au 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, Mylène Dioni est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Elle entend lutter pour la cause des personnes atteintes de dépression. Et puis hors de chez nous au Mali, le colonel Assimi Goïta a procédé hier à un remaniement partiel du gouvernement. Encore merci à vous de votre fidélité et bon appétit si vous êtes à table. Mylène Dioni, titulaire d'un bachelor 3 en communication et âgée de 25 ans, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2023 à l'issue de la 27e édition de ce prestigieux concours de beauté. Elle aura donc pour mission de représenter la Côte d'Ivoire durant son mandat. Ami Koulibaly. La Miss Côte d'Ivoire 2023 est la candidate numéro... La Miss Côte d'Ivoire 2023 est la candidate numéro 15, Dioni Mylène. Mylène Dioni est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Elle a 25 ans, mesure 1,75 m et est titulaire d'un bachelor 3 en communication. La nouvelle Miss Côte d'Ivoire entend soutenir les personnes atteintes de dépression. Celle qui représentait l'UNZI veut aussi valoriser la femme. Elle a conquis le public et le jury par sa beauté, pas seulement, par son intelligence aussi et son éloquence. Est-ce normal que notre société continue à moins rémunérer les femmes à diplôme égal? Est-ce normal à boire à leur soif et le plus important, à se soigner quand ils vont mal? Je vous laisse répondre à cette question. Tous avons droit aux mêmes chances. L'union que rappelle notre devise ne doit pas être un vain mot. Il nous rappelle aussi l'importance de l'égalité. Nous devons tous réagir maintenant, nous jeunes de pratique, et prendre conscience de l'importance de l'égalité. Car le rejet scolaire, la stigmatisation sont entre autres des fléaux qui participent à l'inégalité. Tel devrait être notre combat et nous allons le mener. Je suis Mylène Dioni et je promets de faire de cette cause mon combat. À ses côtés, c'est Bim Jackie, première dauphine, et Melitza Ané, deuxième dauphine. Le concours Miss Côte d'Ivoire, organisé par le Comici, est à sa 27e édition. Plein succès à Mylène Dioni. Dans la commune de Cocody, à la Riviera Palmeraie, sur le site de l'effondrement d'immeubles survenu le vendredi 30 juin, les fouilles se poursuivent. De nouveaux corps ont été découverts sous les décombres. Hier samedi, le ministre de tutelle était sur les lieux à Boulaziz Guira. Au moins 6 morts retrouvés dans les décombres de l'immeuble R+6 qui s'est effondré dans la matinée d'hier. 9 autres personnes sont blessées. Selon les pompiers, des victimes sont toujours coincées sous les gravats. Ils continuent les recherches et sont plusieurs dizaines déployées sur le site. Depuis la journée d'hier, aux environs de 11h35, jusqu'à ce jour, nous dénombrons malheureusement 15 victimes, dont 6 décès certains. Les fouilles vont continuer jusqu'au déplacement du dernier gravat pour s'assurer qu'aucune victime ne soit restée sous les décombres. Selon les informations que nous avons reçues, c'est environ une vingtaine de victimes qui se trouveraient sous les décombres. Mais ça reste sous les informations à vérifier. Jacqueline Yao n'en peut plus de ces longues et interminables minutes d'attente, mais elle garde espoir. Son neveu se trouve encore sous les décombres de l'immeuble plus de 24 heures après. Certains membres de la famille ont même passé la nuit sur le site. Depuis hier, on n'a pas encore retrouvé le corps. On a retrouvé tout le monde, sauf mon neveu là seulement qui est encore là-bas. On dit, ses amis ont dit qu'il est là. Ils ont retrouvé le sac. Donc c'est lui-même, on n'a pas encore retrouvé. Depuis à 16 h, j'étais sur le lieu. Puisque j'ai appris que c'est à 11 h c'est tombé. Donc quand on est venu, tous ceux qu'on les a nevés, on s'en a regardé, on ne trouve pas notre frère. En tout cas, on est resté jusqu'à la nuit
On n'a pas trouvé mon fils dedans. Voici le sable là, c'est sur ça on a passé la nuit. On s'est assises, moi et puis mes soeurs. On n'a pas dormi, on n'a pas fermé l'œil. Qu'est-ce qui a causé l'effondrement du dit immeuble? Si plusieurs causes sont évoquées, celle de la qualité des matériaux est la plus plausible. J'ai l'intime conviction que ce fer à béton dit diamètre 5 qui est là n'est pas du diamètre 5, c'est véritablement du fer à béton spaghetti qui est là. Ensuite, la loi oblige les fabricants à mettre leur nom sur les fers à béton qu'ils produisent. Et leur nom initial est griffe. Et c'est répété sur tout le long du fer à béton. Et regardez tous les fers à béton qui sont là, s'il y a le nom du fabricant dessus. Si ça n'est pas dessus, c'est que c'est du faux fer à béton. Ceux qui fabriquent le fer à béton n'osent pas mettre leur nom parce qu'ils savent en cas de danger, on peut les identifier. Une chose est sûre, l'effondrement de cet immeuble suscite la colère de la tutelle. Sur le lieu du drame, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme fait le point de la situation. Nous sommes encore en train de rechercher les causes possibles. Il y a déjà quelques pistes, mais qui montrent bien que le niveau de technicité requis pour ce type de bâtiment, qui était élevé jusqu'à R+6, que ce niveau de technicité n'a pas été mis en œuvre. Nous avons accentué le contrôle. Nous sommes passés de 4000 et quelques contrôles en 2020 à aujourd'hui près de 15 000 contrôles par an. Et nous continuons d'accroître ce nombre de contrôles. Nous avons accru les sanctions, notamment les démolitions. Tout est mis en œuvre. Tout ce que le gouvernement pourrait faire en la matière, le gouvernement le fait. Mais le gouvernement ne peut pas être quotidiennement sur chaque chantier de construction pour superviser la mise en œuvre. En attendant que les responsabilités soient situées, plusieurs familles sont dans l'attente de voir leurs proches sortir vivants des décombres. Un reportage commenté par Ami Koulibaly. Rappelons que l'immeuble s'est effondré le vendredi 30 juin. Pour l'escale 225 de ce jour avec Clément Boko, rendons-nous à Kaoura, une sous-préfecture du département de Ouangolodougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à la découverte de la mosquée présumée du XVIIe siècle. Situé à mi-chemin entre l'Al-Leraba, village frontalier au Burkina Faso, et Ouangolodougou, chef-lieu du département, Kawara. Dans ce village érigé en sous-préfecture, d'à peine 1 millier d'âmes, une bâtisse captive l'attention de tout visiteur. Une mosquée de type soudanais. Nous-mêmes, nos ancêtres nous ont dit qu'eux-mêmes, ils ont vu cette mosquée-là. Donc c'est une vieille mosquée et c'est un fils de Kawara qui l'a construite. Et comment? C'est de retour de la Mecque qu'il est venu avec cette pierre, avec les pierres qui ont servi de soubassement. L'implantation de la mosquée a permis à la population de se convertir à l'islam. Personne ne connaît la date exacte de la création de la mosquée. Mais selon plusieurs sources concordantes, elle aurait été construite au XVIIe siècle, soit un peu plus de 400 ans d'existence. Cette étonnante longévité suscite des interrogations, notamment sur les matériaux utilisés pour la construction de cette mosquée aux courbes splendides. À l'intérieur, tout est finement ajusté, rien n'est fortuit. Exemple palpable, ce tronc d'arbre. A priori banal, il regorge pourtant toute l'histoire de la mosquée et même de l'implantation de l'islam dans le village. Celui qui a fondé ce village même, c'était les Sénoufou. C'est pourquoi le nom c'est pourquoi on appelle Kawara, qui veut dire en Sénoufou, le village de viande fumée. Ceux-ci étaient là, et puis les Ouattara sont arrivés des Borons. Quand ils sont arrivés, c'est un de ces Ouattara-là qui allait faire le pèlerinage. À son retour, il a dit à ses frères que lui il allait au pèlerinage, il est venu, il va construire une mosquée. En ce moment, il n'y a pas de mosquée. C'est là qu'il allait voir, en ce moment,
le guerrier qui était là. Il a dit, bon d'accord, mais où vous allez construire la mosquée? Là, il est venu montrer cette place-là. Or, cette place que nous sommes actuellement là, c'était, il y avait un grand arbre ici, que celui qui a fondé même ce village-là adorait son fétiche. C'est là il a dit au monsieur, il dit, bon, pour construire la mosquée, pour être à l'aise, c'est ce tronc d'arbre-là que nous allons abattre pour construire la mosquée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils se sont levés, ils ont vu, ils ont tombé un autre arbre. Hein. C'est là, à d'autres qui étaient fâchés, à d'autres qui se sont fâchés même sont partis. À d'autres, ils sont restés ici. Bon, ceux qui sont partis, peut-être ils sont partis vers le Machali. Donc, il y a d'autres qui sont restés ici. Ceux qui sont restés ici, et se sont convertis à l'islam. C'est de là que naît la méthode de gestion de la communauté musulmane de Kawara. Les rôles sont ainsi repartis entre les différentes familles. Bon, comme la mosquée est construite, fini de construire, les Ouattara même, Bakuna Seri, lui-même, il a prié dans la mosquée là, comme imam. Beaucoup d'années. Après, quand il est décédé, il y a d'autres qui sont venus, se sont succédés comme ça, la famille Ouattara. Après, quand les Sela sont venus, ils disent non, comme nous sommes Ouattara, ils sont marabouts, les Sela, ils ont pris les Sela maintenant, ils sont devenus imams. Puisque les Ouattara, c'était la guerre, hein, c'est un temps de guerre. Quand les ennemis viennent, ils combattent. Donc les Ouattara sont restés comme ça. Les Sila sont devenus imams. Après les Sila, les Traoré, les Jiré, Touré, autres. Ici, tout est habilement et finement taillé, non seulement pour le confort des fidèles, mais surtout pour se conformer aux principes de la religion musulmane. L'imam central, c'est ici. Maintenant, c'est 2 rangées. Voilà, ça c'est 2 rangées derrière lui. Ça c'est l'affaire de l'imam. Ici, ça fait 2 rangées. Derrière nous, ça fait 2 rangées. Ça fait au total 4 rangées, plus 2 rangées des femmes. Ils ont fait petit port ici. C'est pour que, si les femmes prient, puis les femmes sont derrière, les garçons sont devant. Si la porte là était grande comme ça, les femmes, en priant, ils vont regarder les garçons. Les garçons aussi peuvent regarder les femmes. Or, dans la religion musulmane, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas bien. C'est pourquoi ils ont vu, comme c'est comme ça, on va faire ça petit comme ça. En 2015, la mosquée présumée du XVIIe siècle de Kawara est déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le comité de gestion de la mosquée participe alors à des formations organisées par cette institution spécialisée internationale de l'Organisation des Nations Unies. Objectif, obtenir les rudiments nécessaires pour la préservation de l'édifice, visiblement au bord de l'effondrement. En 2015, la mosquée était complètement dégradée. Donc, ils nous ont appelé d'aller faire une formation à Kong. Sorti de cette formation maintenant, je suis venu expliquer, sinon à mon bureau. Le bureau m'a compris et ils ont vu, on a tenu une réunion entière. On ne peut pas le faire. Mais on a essayé de se concerter. Il y a d'autres qui ont dit, bon, comme c'est comme ça, nous avons nos frères à Bobo-Dioulasso. Est-ce que ce ne serait pas normal de les consulter? Et c'est finalement du Burkina Faso voisin que l'expertise tant souhaitée arrive. Les Bobos, ils sont vraiment bien en matière de banco. En même temps, nos parents qui sont là, ils sont partis voir l'imam de Bobo-Dioulasso. Ils ont envoyé quelqu'un, la personne est venue regarder la mosquée, faire le constat. Il est parti, il dit en tout cas, il faut au moins 8 personnes à peu près pour les aider, ça va s'arranger. Bien avant ça, l'UNESCO nous avait donné un peu d'argent. Par rapport à ça, on les a fait déplacer. Ils sont venus au nombre de 8 personnes. Ils sont venus, ils ont fait 15 jours ici. Ce sont eux qui nous ont aidés à faire ce travail-là. Le crépissage de la mosquée séculaire de type soudanais de Kawara se fait 1 à 2 fois par an. Les coins et recoins de la mosquée passent quotidiennement au peigne fin par le comité de gestion de la mosquée. Une fois, nous, on remarque qu'il y a des cassures. Sinon, on remarque qu'il y a des coins qui sont gâtés. Je lance un appel à mon bureau. Le bureau s'est réuni, on fait venir les 3 terres. Et puis on pétrit avec de l'eau, beurre de karité et puis autre chose. Mais ça, maintenant, on fait une couche ou il y a 2 couches comme ça. Il y a une pente. La pente là fait couler l'eau rapidement. Et puis les trous que vous voyez là, ce sont les gouttes. C'est par là l'eau passe.
Pour ces derniers, l'objectif est de s'assurer de la bonne santé de ce patrimoine mondial. Les habitants de Kawara, village de la région du Tchologo, sont bien conscients de la préservation de leurs joyaux qui fait désormais de leur village une destination touristique. Encore merci à Clément Boko pour cette découverte. Nous terminons au Mali voisin, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé samedi soir à un remaniement partiel portant sur 16 des 28 portefeuilles du gouvernement, dirigé par Choguel Maïga au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU, MINUSMA, dans le pays, et 8 jours après le résultat favorable d'un référendum au projet de nouvelle constitution. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.